secondes. Faut dire, moi, je suis François Even et je suis promo 2004. Moi, ça fait une quinzaine d'années que je fais du capital investissement et depuis 4 ans chez Arkea Capital, qui est une filiale qui investit sur les fonds propres de la banque. Et je suis basé à Nantes. Et donc, je suis investisseur. J'investis des tickets entre 1 et 50 millions à peu près unitaires. Voilà. Et du coup, je prends cette responsabilité d'essayer de créer ce club investisseur qui est en cours de calage. Sans plus attendre, on a deux guest stars aujourd'hui, Gilles et Richard. Encore merci de se prêter à ce jeu-là et de nous donner un peu de temps. Comme on a des profils qui sont un peu hybrides, on n'a pas vraiment que des investisseurs ou que des porteurs de projets. Aujourd'hui, on est encore un peu dans une phase de calage. Ce qu'on a prévu, c'est que Gilles puisse nous présenter, alors tu vas nous dire Gilles, mais brièvement BPI et plutôt Euroquity, qui est peut-être une solution qui est moins connue. Et puis toi d'abord, Gilles, évidemment, et qu'on se donne peut-être un quart d'heure et ensuite qu'on puisse peut-être faire un peu un jeu de questions-réponses sur cet aspect-là qui est BPI et Euroquity. Et puis si ça vous va, vers 35, on essaie de passer la main à Richard pour pouvoir parler d'un cas concret en se disant, voilà, une présentation de quelques planches, un petit pitch deck, comme on dit à l'américaine, et ensuite qu'on puisse tous réagir ensemble pour échanger là-dessus. Ça nous fait un objet de discussion. Je te laisse la main, Gilles. Oui, ça marche. Merci, François. Et bonjour à tous. Je me présente d'abord peut-être très rapidement. Donc, je travaille chez BPI France depuis maintenant 14 ans. Donc, avant, c'était Oseo, CDC, etc. Donc, moi, je viens de la partie Oseo, donc la partie financement. Ouais. Chez Oseo, BPI France, j'ai eu plusieurs responsabilités successives. Je me suis occupé de la communication, de la stratégie, des partenariats internationaux. Et maintenant, je suis vraiment 100% dédié à cette activité Euroquity qui se développe fortement en Europe et en Afrique. Et je vous en dirai quelques mots. Je suis aussi membre du conseil d'administration de Transeo, qui est une organisation européenne qui s'occupe on va dire, de faire un peu de lobby, de pédagogie autour de la transmission d'entreprises en Europe, dans le cadre en particulier de croissance externe, et qui comprend à peu près 70-80 membres, avec la création récente d'un deal club qui peut être intéresser certains d'entre vous. L'idée, c'est que des professionnels, finalement, échangent entre eux des opportunités de deal pour permettre de fluidifier notamment des opérations à l'échelle de l'Europe, donc dans différents pays européens. Donc, mon histoire, finalement, avant de rejoindre BPI France, est assez simple. J'ai alterné des activités de conseil en stratégie dans le domaine industriel et dans le domaine des services, hein, et la direction de réseau de distribution. Donc ça, c'était vraiment les deux principales activités que j'avais. Et avant de rejoindre BPI France, j'ai été entrepreneur. J'ai créé 3 entreprises que j'ai revendues pour 2 d'entre elles, et une d'entre elles, je l'ai fermée. Dans des entreprises dans le domaine du digital, ce qui m'a donné non seulement le goût d'entreprendre, mais surtout de faire une pause après la création d'entreprise, en disant que après quelques années de créateur et d'entrepreneur, j'avais envie de retrouver un job un peu différent, mais toujours d'accompagner les entrepreneurs. C'est pour ça que j'ai rejoint à cette époque Oseo. Donc, ce que j'ai prévu de vous faire, le challenge est grand parce que je dispose, d'après ce que tu m'as dit, François, finalement, de 15 minutes. Comme je pense certains d'entre vous, vous connaissez bien le domaine du capital risque, pour d'autres, je pense que c'est vraiment quelque chose de nouveau. J'avais envie quand même de commencer en vous donnant quelques idées finalement de ce qu'est ce marché et un petit peu de son évolution. Si certains d'entre vous vous positionnez notamment sur le fait de vous dire que vous avez envie de devenir business angel. D'ailleurs, moi aussi, je suis business angel. J'investis à titre personnel dans des sociétés. Donc, si vous vous posez la question, si vous avez envie de le devenir, je pense que ça peut être intéressant d'avoir une approche peut-être très rapide pour vous donner quelques éléments, en tout cas dans ma compréhension de ce qu'est l'évolution de ce marché. Après, je vous parlerai rapidement de BPI France, de notre rôle en particulier sur la partie investissement. Effectivement, je ferai quelques incises sur Euroquity, ce qu'on fait et comment vous pouvez utiliser ce service. Donc, je vais essayer de partager mon écran et, si j'y arrive, de vous projeter ces slides. Est-ce que vous voyez mon écran apparaître? Ça marche, c'est tout bon. C'est bon? Ok, super. Donc voilà, donc déjà pour commencer, il faut savoir si tu peux juste, Gilles, faire F5, comme ça on l'aura en plein écran, c'est top. Alors, c'est bon? Ouais, c'est parfait. Cool, super.
Donc là, vous voyez bien la deuxième stack. Donc déjà, pour démarrer, ça, vous le savez déjà, parce que vous entendez, je pense, des bruits de fond, on voit des reportages un peu dans tous les sens. Mais je pense que c'est quand même quelque chose qui est à noter. C'est le point que c'est un marché qui est en développement extrêmement important. Alors, c'est une industrie qui est jeune en France et en Europe, mais c'est quand même notable d'indiquer que ce business s'est développé par 6 en fait dans les 10 dernières années, et que la France est maintenant le deuxième pays en Europe après la Grande-Bretagne. Alors il y a un écart significatif entre la Grande-Bretagne et la France, mais c'est le deuxième pays en volume si on cumule la partie venture capital et la partie growth equity, l'Allemagne étant le troisième pays. Donc ça c'est un premier point que je voulais vous indiquer. Et le deuxième point, c'est que le marché européen, c'est un marché qui est très attractif. Donc je vais partager juste cette information. En 2018, 7% des transactions en capital risque impliquaient des sociétés américaines. Aujourd'hui, c'est 19% des levées de fonds qui ont dans leur tour de table des fonds américains. Donc c'est aussi un point important. Encore une fois, vous l'entendez régulièrement, vous entendez que souvent la France attire les investisseurs internationaux, mais c'est le cas finalement de l'Europe au sens large. Et aussi en early stage, et pas simplement des grands dossiers d'investissement, mais aussi des fonds qui se créent ou qui étendent leur activité en Europe. Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a des belles opportunités. Donc, je pense qu'il faut aussi, à ce niveau-là, être lucide. On a des très très belles boîtes en Europe, de plus en plus un écosystème de l'innovation qui pousse et qui permet finalement la naissance de ces sociétés qui ont un fort potentiel de croissance. Donc il y a du business, il y a des affaires à faire. Et puis aussi, il faut être clair, je pense que les boîtes européennes aujourd'hui sont sous-valorisées par rapport aux sociétés américaines. Et donc quand on est un fonds d'investissement américain, évidemment, il y a une double opportunité. Un, il y a des belles boîtes, et deux, c'est des boîtes qui sont encore accessibles en termes de valorisation par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Un autre élément que je voulais vous partager dans un contexte de crise sanitaire, c'est que la French Tech résiste très bien. Et on partagera après ce qui se passe en 2021. En 2021, c'est même encore plus, c'est l'explosion totale. Donc vous voyez, c'est une croissance qui est une croissance constante. Il n'y a pas des pics, il n'y a pas un truc qui en dents de scie, on va dire, avec une phase d'évolution extrêmement forte, puis après une retombée. Non, c'est une croissance qui continue, qui est significative et qui s'inscrit dans la durée. C'est la croissance, Gilles, pardon, juste avant, c'est la croissance des levées de fonds, c'est ça, hein? Oui, alors c'est la croissance des levées de fonds, exactement. D'accord. Après, je voulais vous partager également les domaines d'investissement qu'on retrouve. Donc ça vous intéresse en tant que futur investisseur ou en tant qu'entrepreneur. J'ai vu plusieurs d'entre vous qui prenaient cette casquette, ou en tant que leveur de fonds. Il y a d'autres qui se mettaient également sur ce créneau, que ce soit des services contre equity ou de la recherche de fonds pour compte de tiers. On est toujours à peu près sur les mêmes segments. Clean tech qui pousse très fort. Clean tech, c'est un domaine, honnêtement, avec life science, où on voit de très très belles boîtes à impact. Donc ça aussi, c'est une tendance en ce moment, c'est que vous avez tous les entrepreneurs au début de leur pitch, ils vous disent alors moi, je fais ça parce que ça crée un impact positif pour mes citoyens. Alors ça, c'est une tendance en Europe. Je peux vous dire que moi, je travaille beaucoup en Afrique. Alors en Afrique, c'est encore plus que ça. C'est vraiment au début de tous les pitchs et au début de toutes les présentations d'opportunités d'investissement. Donc après, vous avez les grands classiques, évidemment, les services Internet, les logiciels et services informatiques. Mais aujourd'hui, finalement, on voit quand même qu'on est de plus en plus orienté vers la deep tech et vers des technos de rupture. Donc ça, c'est quand même une tendance de fond que ces chiffres ne laissent pas apparaître, parce que ça demande un peu plus de temps. C'est-à-dire qu'on a un shift qui s'est passé ces dernières années du domaine du digital, où vous aviez toutes les boîtes innovantes, c'était des boîtes dans le digital, finalement. Elles existent encore, il y a beaucoup de sociétés dans le domaine du digital, mais on voit de plus en plus de sociétés émerger dans de la tech un peu plus dure. Voilà. Quelques noms, vous les connaissez, surtout ceux qui sont dans ce business, mais je pense que j'ai pas mis BPI France là, on est l'acteur principal aujourd'hui du marché, mais j'ai laissé un certain nombre d'acteurs, comme ça vous voyez ces noms que vous avez déjà entendus pour beaucoup d'entre vous. Kima Ventures, qui est certainement le plan plus actif, qui est un des fonds de Xavier Niel, Partech, Idinvest, Founders Ventures, etc. Donc là, vous voyez la liste apparaître avec le nombre de deals qu'ils ont fait en 2020. Et vous avez aussi, quand vous voyez VS, c'est les deals faits en 2019. Et vous voyez s'ils sont en croissance ou en décroissance. Et ça, ce sont les acteurs en France qui sont vraiment les plus actifs. Encore une fois, des fonds, il en existe plein.
Des fonds réellement actifs, il n'y en a pas tant que ça, entre guillemets, enfin, des fonds qui réellement investissent de manière importante chaque année dans ce segment de marché. Comme certains d'entre vous veulent investir à titre personnel, je me suis dit aussi que c'était intéressant de vous faire peut-être quelques slides sur les business angels, sur leur rôle. Pour moi, c'est majeur. Parce que finalement, tout ce que je vous ai montré précédemment, ça n'existe que parce qu'il y a des investisseurs early stage. Donc, OK, il y a la love money, il y a le patrimoine perso qu'on peut mettre dans la création de son affaire, mais les business angels ont un rôle clé à jouer majeur. On sait très bien que le nombre de business angels n'est pas suffisant en France comparé évidemment à la Grande-Bretagne et aux États-Unis, et que c'est un constat qu'on partage dans tous les pays où j'interviens aujourd'hui, principalement en Europe et en Afrique, mais aussi dans d'autres pays. Il y a une constante de base, c'est le marché de l'early stage, il est vraiment sous-développé et tout le monde se dit comment je peux faire pour permettre à des investisseurs individuels d'investir. Donc chaque pays a sa panoplie, on va dire, d'incentives fiscales. Donc ça, c'est ce qu'on a dans beaucoup de pays. Et là-dessus, chaque pays peut avoir des logiques qui sont différentes. Mais ça reste évidemment un investissement qui est toujours risqué. Et quand on est un business angel, et pour ceux qui veulent, parmi vous, devenir investisseur individuel, il y a une logique quand même rapide de création de portefeuille. En général, quand on investit dans une boîte, c'est du miracle. Si cette boîte est la boîte successful, ça peut arriver. C'est quand même assez rare. Donc, il faut quand même se constituer rapidement un portefeuille de société pour moyenniser son risque et avoir l'opportunité de sortir avec une belle société. Donc, vous voyez que c'est relativement stable, c'est relativement constant. Donc, nous, on a un rôle au niveau de mon équipe aussi, de BPI France et plein d'autres acteurs, de favoriser la création de business angels et le développement de leurs activités, mais ce n'est pas simple. Pour le coup, je fais juste un petit aparté, mais en fait, c'est peut-être intéressant un jour de faire un thème un peu là-dessus, en se disant pour les gens qui voudraient franchir le pas de passer dans ce schéma de business angel, qui est parfois pas complètement évident, à partir de quand tu deviens business angel, peut-être on se permettra de te ressolliciter. Oui, bien sûr, puis je peux faire intervenir quelqu'un. Je pense que c'est intéressant. C'est parce qu'en fait, tu as toujours un peu l'impression que tu vas prendre une gaufre quand tu rentres en tant que business angel et il y a quand même les institutionnels et les billets de l'autre côté. C'est pas toujours évident, mais ça pourrait faire l'objet d'une… Non, c'est clair. Là, je pourrais faire intervenir quelqu'un de France Angel si vous voulez aussi pour donner son point de vue. Enfin, il n'y a aucun problème. En tout cas, tu peux compter sur moi pour vous donner quelques billes pour cet atelier. Les secteurs d'activité dans lesquels les business angels investissent, donc vous retrouvez un peu les mêmes secteurs que la dernière fois, mais ce qui est quand même notable, c'est que les business angels, en ce moment, ils investissent énormément dans le médical et les biotech. En fait, un business angel, évidemment, il apporte du cash, mais il apporte également, après, son temps perso, il accompagne les entrepreneurs dans le développement de leur business. Et souvent, un business angel, il investit parce que ça a du sens pour lui. La notion de sens, elle est hyper importante. Encore plus que pour un VC classique, même si les VC classiques aujourd'hui orientent des doctrines d'investissement qui sont de plus en plus liées à ça. Mais pour un business angel, en clair, il veut pouvoir dire à ses gamins, à sa famille, à son entourage, ben voilà, j'ai pris une participation dans telle société parce que cette société, elle va aussi apporter quelque chose. Donc ça, c'est vraiment une tendance de fond. Sur les tickets, bon, ça je passe, les tickets, c'est souvent quand même des petits tickets en nombre, vous voyez, c'est souvent inférieur à 100K. La moyenne des business angels investit entre 30 et 40 000 euros. Donc, ce n'est pas des grosses sommes. Enfin, déjà, il faut les sortir. Il faut avoir un peu de liquidité. Mais en tout cas, c'est intéressant pour vous également de voir un peu la répartition des montants qui sont mis, sachant que les montants qui sont un peu plus importants, ce sont des business angels, on va dire, qui sont des super business angels, souvent des anciens entrepreneurs qui ont vendu leur affaire et qui ont envie de réinvestir et qui sont prêts à mettre des tickets importants. Ils sont souvent d'ailleurs pas membres de réseau de business angels, ils investissent eux-mêmes ou via une holding qu'ils ont créée ou ils ont pu, dans certains cas, monter une équipe. Alors en 2021, ça continue à croître de manière extrêmement importante. Le début d'année est fantastique. Vous avez entendu, je pense, parler de plein de levées de fonds ces derniers temps en France, mais aussi en Europe. Donc, on va avoir une année extraordinaire en 2021. Et on a un secteur qui vraiment se déploie très fort aussi, c'est le secteur de la FinTech. Donc ça, c'est quelque chose, encore une fois, qui est une grande tendance, et pas qu'en France, au niveau mondial, mais la FinTech, c'est un domaine qui vraiment bouge beaucoup. Alors BPI France,
rapidement, vous avez, je pense, pour beaucoup d'entre vous, entendu parler de cette organisation. C'est une organisation qui a un objectif, c'est d'accompagner la croissance des entreprises françaises et d'accompagner cette croissance en faisant quoi? En finançant, en investissant dans les entreprises françaises, sachant qu'on a aussi des programmes d'accompagnement spécifiques, on accélère des sociétés, on a beaucoup d'actions pour booster le développement des entreprises et des entrepreneurs. Mais à la base, on est une banque, donc on les finance. Donc on fait un peu plus de 20 milliards par an de financement, de cofinancement, souvent avec des banques d'ailleurs. On fait beaucoup de garanties. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont été entrepreneurs, vous avez peut-être déjà bénéficié de garanties BPI France. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on favorise finalement la prise de risque chez votre banquier et on fait en sorte que finalement, ce soit nous qui couvrions son risque plutôt que vos garanties personnelles et on essaye de favoriser comme ça les prêts au niveau des banques pour les créateurs ou les repreneurs d'entreprises. Et on investit en capital de manière importante et l'évolution que vous voyez au niveau du capital risque, en particulier en France, je pense qu'on a apporté nous aussi notre contribution. On a deux axes dans cette partie investissement. On investit en direct, donc pour un peu plus de 2 milliards d'euros par an, et on investit aussi de manière indirecte, c'est-à-dire qu'on a vraiment une équipe de fonds qui est dédiée pour investir dans des fonds qui vont eux-mêmes investir dans des sociétés. On a aussi, c'est pas indiqué là, mais un fonds de fonds qui s'appelle Averroès et qui investit dans des fonds basés sur le continent africain avec une thèse qui est de permettre l'émergence de start-up pour les connecter à des entreprises françaises. Alors ça, je vous montre un peu la couverture globale de nos activités. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pour décomposer les chiffres macro que je vous ai donnés. On a peut-être, pour vous indiquer quand même une nouveauté, on a intégré il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans, je ne sais plus, l'activité en fait de la COFAS. Donc on fait maintenant du crédit export. Donc on a créé aujourd'hui une dizaine d'implantations dans le monde pour aussi accompagner les acheteurs en fait internationaux quand ils achètent de l'équipement auprès de sociétés françaises. Alors sur la partie investissement, donc sur la partie directe, donc on a plusieurs fonds. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun, mais c'est pour vous donner un petit peu la panoplie finalement de nos interventions possibles. Donc on a un fonds plutôt dans le domaine du digital, un digital venture. On a un fonds dans le domaine de la santé, le fonds patient autonome. On a des fonds qui sont très actifs dans le domaine des écotechnologies. Donc on a la ville de demain, un fonds qui s'appelle aussi écotechnologie, dans le domaine des sciences de la vie, biotechnologie, medtech. On investit également dans les accélérateurs qui eux-mêmes investissent dans des sociétés, un peu comme la logique fonds de fonds. Donc, on est présent dans beaucoup d'accélérateurs en France en tant qu'investisseur. Gilles, pardon, je te coupe parce que je vois qu'il traite encore quelques planches. Peut-être qu'on peut se laisser encore 5 minutes. Je ne sais pas. Pas de problème. Pas de problème. Mais je suis désolé du coup. Non, mais il n'y a aucun problème. Je préférais prendre le temps pour vous donner quelques indications sur le marché. Et après, donc, des fonds qui sont beaucoup plus sectoriels, par exemple un fonds défense. Donc là, on intervient finalement aussi, souvent, vous voyez, au niveau de ces fonds, c'est quand finalement il y a un besoin qui existe sur le marché, le gouvernement nous demande de créer un fonds spécifique. On est très présent également dans le domaine de la French Touch. On pense que là, c'est un vrai savoir-faire français et qu'on peut contribuer à le mettre en avant. Donc ça, je passe. Et sur la plateforme Eurocouti, donc, qui est le service dont je m'occupe, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais encore une fois, si vous êtes des investisseurs déjà aujourd'hui actifs ou si vous êtes des investisseurs potentiels, la question qu'on se pose, c'est comment on accède à un deal flow qualifié. Aujourd'hui, sur Eurocouti, vous trouvez les 12 000 pépites européennes et françaises innovantes qui, pour beaucoup d'entre elles, sont en recherche de fonds et à différents stades de maturité. C'est-à-dire que vous êtes un business angel, vous pouvez trouver des sociétés dans lesquelles investir et mettre des tickets de 30 ou 40 000 euros en pool avec d'autres investisseurs individuels pour des levées de fonds qui vont entre 2 et 400 000 euros. Vous êtes un investisseur type VC, vous pouvez trouver des pépites dans lesquelles investir jusqu'à 10, 20 millions d'euros. On est aujourd'hui l'acteur majeur en Europe dans le cadre des projets de la Commission européenne. Donc, je donne juste un exemple. La Commission vient de nous mandater pour accompagner 50 sociétés deep tech pour lever des fonds à l'international sur des tickets entre 10 et 100 millions d'euros. Voilà, c'est le genre de projet en fait qu'on traite. Et on va du early stage, on va dire au late stage. Donc ça, c'est ce que nous faisons au quotidien. Donc les business angels nous utilisent, les fonds d'investissement aussi. Et ça, c'est la première partie de l'histoire. Parce que la deuxième partie de l'histoire, pour ceux qui investissent dans des sociétés
vous le savez tous, hein, c'est comment finalement on accompagne les sociétés dans lesquelles on a investi à faire des tours de table successifs jusqu'à l'exit. Et nous, on est dans ce continuum, en fait. C'est-à-dire qu'on intervient au début, mais après, pour la série A, on intervient également, et puis pour la suite. Donc, on permet à des investisseurs, à des sociétés, de mettre en avant les sociétés auprès d'autres investisseurs. Je vous donne un exemple, on a créé un dispositif en Afrique qui s'appelle Africa Next, on réunit les meilleurs fonds d'investissement africains, et on leur dit, vous nous topez vos meilleures boîtes, et vos meilleures boîtes, on les met en avant auprès des investisseurs internationaux pour des levées de fonds entre 5 et 10 millions d'euros. Ça, c'est un programme qui marche vraiment, vraiment très bien. On a, pour finir en 3 minutes sur Euroquity, on a un track record aujourd'hui qui est unique en Europe. On a 37% des sociétés qui sont présentes sur Euroquity qui lèvent des fonds 18 mois après leur inscription. Donc et ce n'est pas le service en lui-même, c'est juste la qualité des entreprises en fait, qui sont sur Euroquity qui prime. Après, quand on a des belles boîtes, je dirais que c'est plus facile de les accompagner dans les levées de fonds et on a vraiment des super boîtes qui sont identifiées par évidemment mes collègues de BPI France pour la France et d'autres partenaires qu'on a en France, mais dans chaque pays européen, on a des partenaires et en Afrique aussi, et dans d'autres pays qui nous sourcent vraiment des sociétés de top niveau. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'un tiers d'entre elles relève des fonds, en fait, après avoir levé des fonds initialement. Donc, vous avez un profil sur Euroquity, donc ça, c'est vraiment le truc classique. Vous avez des communautés qui vous permettent d'accéder à des sourcings et à des deal flows différenciés. Et enfin, vous avez une chose qui, moi, me paraît extrêmement importante, c'est que au-delà d'une plateforme digitale, vous avez un accompagnement, en fait, dans le cadre du service Euroquity qui est fait par mon équipe pour organiser, par exemple, des pitchs. Donc, si certains d'entre vous sont investisseurs, vous avez certainement déjà été invités à participer à ces pitchs. Et en ligne, comme on le fait maintenant, vous avez des sociétés qui se présentent face à des investisseurs français, européens ou internationaux. Ça dépend du contexte. Donc, je vous encourage à y aller. Créez-vous un compte. C'est www.euroquity.com. C'est un service qui est entièrement gratuit pour les investisseurs et les entreprises. Et si vous avez besoin de renseignements complémentaires, vous avez mes coordonnées. François peut vous les transmettre. Et je serai vraiment ravi de pouvoir vous accompagner sur l'utilisation de la plateforme. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans cet aperçu un peu didactique de nos activités. Merci, super. Je vois Antoine qui applaudit. Merci beaucoup. Ouais, tu as un peu fait le tour du panel avec les aspects de marché et l'aspect BPI, parce qu'en fait, on a quand même la chance d'avoir Gilles qui a une vraie vision globale grâce à la BPI et cet outil Euroquity. Je pense qu'on aura l'occasion un peu d'en reparler. Je pense qu'on a Euroquity, une plateforme pour accéder à un deal flow assez large. On a aussi des chances d'avoir du deal flow qualifié directement avec le réseau SK et ça va faire la transition avec Richard. Ça va nous laisser peu de temps finalement pour les questions-réponses et du coup, c'est un peu ma faute parce que j'avais peut-être prévu un programme un peu trop chargé. On est un peu dans une phase de calibrage. Mais merci beaucoup Gilles pour ces infos. Et sauf à ce que vous ayez une ou deux questions. J'ai vu tout à l'heure que dans la discussion, il y avait une question auquel on pourrait répondre. Sinon, on peut laisser la parole à Richard pour nous présenter son projet. Moi, j'avais juste une question sur la sélection. Est-ce qu'il y a une sélection des entreprises qui sont présentes et comment elle se fait? Alors, c'est une super question. Effectivement, c'est hyper important de proposer aux investisseurs un deal flow extrêmement qualifié parce que sinon, les investisseurs ne reviennent pas. En fait. Donc, le système, c'est qu'on ne fait pas de filtre massif à l'entrée, mais on a tout un processus de qualification successif pour faire en sorte que uniquement les meilleures sociétés soient proposées et présentées aux investisseurs. Donc là-dessus, on a ce qu'on appelle, nous, des labels et des communautés. C'est un système d'accréditation qui fait que quand une société, elle a été, par exemple, financée par BPI France, accélérée par un programme d'accélérateur régional, bénéficier de X ou Y soutien, en fait, c'est des marques d'intérêt qu'on met en fait, à disposition de l'investisseur. Et voilà, c'est une des manières qu'on a de qualifier ce système, mais c'est clé. C'est évident que tous nos programmes d'intervention qu'on fait dans tous les pays où on est présent, le seul point qui vaille, c'est est-ce que vous êtes en mesure d'apporter les meilleures opportunités d'investissement du moment aux meilleurs investisseurs. C'est tout notre job. Merci. Super, je pense qu'on fera un sujet sur comment faire son premier deal en tant que billet sans se planter, mais ça sera aussi intéressant. Richard, du coup, qui a eu la chance
participé la première fois au Club Investisseur, s'était proposé pour présenter son projet. Du coup, Richard, je te laisse la main. Richard, je connais un peu ce monde en tant qu'entrepreneur et du coup, c'est top que tu puisses nous parler de ton projet. Ça nous fait un sujet concret. À toi. Ouais, merci. Bonjour à tous. Donc, Richard Gigou, promo 97, 46 ans, marié, 2 enfants, breton, et je vis maintenant à Aix-en-Provence. Donc, j'ai surtout bossé dans des grosses structures, Kraft, Jacob Suchard, Kraft Food, on va dire, Cadbury, Microsoft, Warner. Et ensuite, j'ai dirigé une PME dans le retail textile, et là maintenant, je suis chez Rakuten dans les applications mobiles. Je conseillais à côté de ça des entrepreneurs, et là, je me suis associé dans une start-up à hauteur de 15%, et c'est mon premier rôle véritablement d'entrepreneur. Donc, c'est sympa de me faire un peu sparring partner parce qu'on est en levée de fonds en seed. Donc, voilà, je vais le faire de manière assez détendue en mode pitch américain, 5 minutes. Voilà, et je serais ravi d'en discuter un petit peu avec vous. En termes de cible, comme on est très tôt en seed, voire pré-seed, effectivement, on est plutôt sur des fonds à impact, je dirais, ou business angels. Mais bon, on a déjà eu des problématiques dont je pourrais vous parler un petit peu. Je vais déjà commencer par le pitch. Alors, c'est bon, vous voyez mon écran. Donc, je vous parlais d'Ouipost. Donc, Ouipost, c'est une solution d'expédition par le train, zéro émission. Train. Et notamment, c'est parti d'un constat que le marché express, actuellement, c'est les Chronopost, DPD, etc., qui font du J+. C'est un tout petit peu saccadé au niveau du son. Je ne sais pas si ça l'est également pour vous. À plus de pratiquement j'ai le même problème. Et que Richard, je pense qu'on est un petit J'ai le même peu au problème. niveau du son. Peut-être que tu peux couper Là, ta caméra, c'est toujours ennuyeux, mais on ne t'entend pas très bien. Allez. Alors, test de son, est-ce que c'est mieux? Pas top, hein. C'est un tout petit peu mieux, c'est pas idéal. Vas-y, on va essayer. Je pense que c'est certainement le fait de partager l'écran qui doit te prendre un peu de bande passante. Il faut le solde de jeu des enfants, Richard. Pourtant, je suis sur le Wi-Fi. Non, mais vas-y, ça devrait passer. Je pense que si on coupe nos caméras, on doit libérer un peu. C'est mieux. Non, c'est pas vraiment mieux. Sinon, je peux essayer de passer. C'est mieux? Carrément. Ouais. Non? Vas-y, fonce sur Ouipost, c'est le moment. Ok. Alors, allons-y. Donc, 40% des colis qui ne sont pas livrés à la date prévue avec des doubles livraisons systématiques et un suivi de colis qui est vraiment approximatif. Donc, on a constaté une tendance environnementale et sociétale, explosion de volume de colis, donc du CO2 associé, une prise de conscience de plus en plus forte, bien sûr, des enjeux environnementaux, un focus sur le lien social et des populations jeunes, voire limitées en financement dans leur quotidien. Donc, l'idée de créer Ouipost, c'est de dire on utilise les lignes TGV pour expédier un pli en quelques heures en le confiant à un voyageur. Donc, les personnes se déplacent et elles acceptent de transporter un pli, un colis, en contrepartie d'une participation à leurs frais. C'est le Blablacar du train, en gros. Rapidement, un revenu complémentaire, bien sûr, et du 7 sur 7 avec QR code, géologue, j'ai accès par SMS en permanence à mon livreur qui est le voyageur et temps réel 100%. À la croisée de 3 marques en grosse croissance, les 100 millions de trajets TGV par an. Le marché des expressistes a peut-être 70 millions de colis par an.
concurrents, je les ai cités tout à l'heure. Donc, c'est le principe du Blablacar, commission prélevée de 18% par la plateforme qui agit en tant que tiers de confiance et du C2C en premier marché, du B2B, du B2C e-commerce sur les seconds marchés et canaux à adresser. Le principe, c'est simple, l'expéditeur poste l'annonce, le voyageur accepte et définit le prix. L'expéditeur paye le prix à la plateforme prélève 10% au pay-in, après voyage, rémunération du voyageur et prélèvement par la plateforme de 2% au moment du payout de développement. UX a été réalisé, l'application est dans sa version alpha, elle est en test fermé pour l'instant, pas sur les stores ni sur le web. On a communiqué perdu, ouais. Ouais, on t'a perdu, Richard. Et le lancement sur la zone 1, qui est un acte Marseille-Paris-Gare de Lyon, qui drive beaucoup. Ouais, Décidément. Richard ou pas? Alors, ouais, est-ce que tu nous entends? Horrible. Ouais, c'est difficile de bien entendre. Ouais. Bon. Mais lorsque tu coupes ta vidéo, je pense que c'est bien. Est-ce que là, tu peux tester? C'est mieux. Non, je pense qu'il faut couper le partage d'écran. Ouais, à mon avis, ça va être pour finir le pitch, ça serait plutôt sans écran, parce que quand on utilise l'écran, ça te prend de la bande. Ouais. Bon, désolé, franchement, c'est rare. Les aléas du direct. Bon, j'ai personne de connecté ici. Donc, l'idée, c'est de démarrer. Voilà, on a un besoin de financement d'1,3 million pour couvrir le cash burn des. Ouais. Qui vont nous emmener entre maintenant et décembre 2022 avec une première tranche de 400 000 € pour recruter l'équipe de 7 dont on a besoin et démarrer, faire grandir la communauté parce que bien sûr, tout va reposer sur la communauté des WePosters. Il nous reste 80 000 € aussi de développement software pour emmener la version bêta vers une version 1. Live en prod sur Q4. Voilà, bien sûr, les partenariats en cours, oui, SNCF 574, qui est leur fonds d'incubation et fonds d'investissement, plusieurs sociétés en early adopteurs, dont Red SFR, Mentor, Caporal. Et on cherche un assureur de type assurance du Crédit Mutuel, Maïf, MAF, qui assure traditionnellement les plateformes collaboratives. Voilà, bon, j'arrête là. Désolé pour la bande passante. J'espère que c'était déjà que je parle vite. Donc, et puis, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Non, mais merci. Effectivement, c'est toujours, pour le coup, sur les aspects techniques, toujours un peu difficile de bien se caler. Mais quand on utilise la vidéo, en général, ça mange sur la bande passante. Bravo, je suis d'accord avec Antoine. Je trouve bravo sur le fond et la forme. Je trouve que le projet, il est super intéressant. Peut-être c'est intéressant s'il y en a qui veulent un peu réagir. Alors, on peut remettre nos caméras, je pense, maintenant, si vous voulez. Mais allez-y, réagissez. Je trouve que l'exercice n'est pas complètement évident. C'est un peu nouveau et je trouve ça super de leur tester avec nous. Je vous laisse réagir avant, si vous voulez. Alors, je vais tenter, moi, juste pour ouvrir, je remets ma caméra aussi. Déjà, je trouve ça super ce que Richard fait, et c'est un vieux copain depuis très longtemps, et j'en avais même pas entendu parler. Là, je suis scié de la manière dont il propose son sujet. Je trouve ça assez formidable. Je trouve le projet beau. Je trouve qu'il est un peu riche en coûts. Une enveloppe à 1,3 million, c'est pas infaisable, mais aujourd'hui, c'est un peu lourd pour le site Précide. Je ne sais pas si ça se découpe ou pas, enfin, c'est à regarder.
Et dans tout ce que tu nous as raconté, je trouve que tu racontes très très bien le use case et le comment ça va marcher, mais on n'entend pas deux choses qui sont hyper importantes aux yeux des investisseurs la plupart du temps. C'est qu'est-ce que ça va leur faire gagner? Enfin, grosso modo, c'est combien de tonnes de CO2 en moins potentiellement vous imaginez si vous avez des calculateurs pour faire ça, même si vous pouvez le faire à la grosse. Et c'est qui l'équipe? Parce qu'il y a toi et tu nous as raconté que tu avais 15%, mais je suis sûr qu'il y a du monde autour, il y a des gens qui programment, il n'y a peut-être pas des gens qui programment, vous l'avez peut-être développé ailleurs. Voilà, il y a toute l'histoire de comment vous vous êtes mis ensemble dans votre tente pour fabriquer le bidule. Ouais, effectivement, le slide de l'équipe, il venait après, au moment où j'étais j'étais haché en bande passante. Mais effectivement, on est 3 cofondateurs et on a rentré une personne morale qui est l'agence Win-Win Digital Center qui développe l'application pour nous. Et en fait, ils sont arrivés en apport en industrie au capital, ce qui permet de les positionner au bilan et puis en même temps de les associer, de limiter le risque au démarrage parce qu'il faut développer l'app iOS, Android et web. Donc c'est le moyen malin qu'on a trouvé pour démarrer et faire les tests de terrain sans avoir trop de coûts de dev et de R&D à supporter. Voilà. Et après le cash burn sur l'enveloppe d'1,3 million, en fonction, effectivement, on a une première tranche assez urgente pour les 6 premiers mois de 400 000 euros. Là, qui correspond plus à site précide. Une fois qu'on aura les premiers euros de chiffre d'affaires, voilà, on pourra lever et rythmer l'augmentation de la communauté en fonction des investissements qu'on a, parce qu'ils sont surtout positionnés sur du CAC. Même si on a un ratio CAC sur LTV qui est super positif, il faut les mettre au départ et ça coûte. Est-ce que tu peux nous parler un peu du IT for Equity? Parce que moi, j'étais en train de me poser justement la question. Donc, tu t'es associé avec eux, ils ont pris une part importante. Comment ça s'est passé? Pour quelle partie? Pour l'IT, a priori, tu as pris une agence externe pour développer. Ils ont pris 10 points. Ils ont pris 10 points. Ok. 10 points contre un développement qui est estimé en temps d'heure, ils sont encore dedans, mais entre 75 et 100 000 euros. D'accord. Et moi j'avais une question, en fait, Richard, je ne sais pas si tu l'as dit, si on avait entendu. Est-ce que tu fais appel à un lever, à un M&A pour cette levée de fonds? Est-ce que tu débrouilles tout seul? Ouais, on a pris. Et la deuxième, c'est comment tu calibres un peu ton besoin global et du coup ta typologie d'investisseurs que tu vas aller adresser? Ouais. Donc au début, on a démarré seul et on a vu que comme les 3 cofondateurs, on n'avait jamais fait de levée, c'était un peu court. Alors, rien que pour marketer les éléments financiers, construire là, je vous ai fait le pitch deck, mais derrière, il y a 70 slides de mémos d'infos et tout ça, franchement, on avait eu besoin de quelqu'un. Comme on ne pouvait pas les payer, j'ai entendu ce que tu disais tout à l'heure, 50 000, 80 000, c'est les tickets qu'on nous proposait, dont 5-10 000 pour faire le dossier. On l'avait déjà bien avancé, donc finalement on est parti sur un petit lever qui s'appelle Smash Group et qui a accepté de faire du 100% au succès. Donc ils ont eu 8 points de ce qu'ils vont lever, mais c'est du 100% au succès. Et moi, j'avais une question. Alors, j'ai dû quitter parce que je n'entendais rien du tout. Je ne sais pas si ça a été dit ou pas. Mais je me dis, en tant qu'investisseur, si ça n'avait été dit, moi, je trouverais ça vachement intéressant de connaître un peu le marché qui est autour, notamment les concurrents. Parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'acteurs qui ont essayé de révolutionner ce monde de la livraison depuis quelques années déjà. Et du coup, quel est l'avantage concurrentiel par rapport aux autres et qu'est-ce qui se fait déjà, en fait? Ouais. Donc les gros concurrents, c'est DPD, Chronopost, etc., qui font du transport express par la route à J+1. Donc là, c'est du J+0 par le train et ça n'existe pas. Et les autres concurrents, finalement, c'est le transport collaboratif entre particuliers de type colis, colis-voiturage, etc. Et là, par définition, c'est de la voiture, donc c'est du CO2, donc c'est pas du green. Et nous, ce qu'on veut communiquer, c'est sur du zéro carbone, quoi. À partir du moment où les colis, les plis voyagent avec les personnes, on rajoute 0 g de CO2 sur chaque envoi. Donc, voilà, qu'il y a un système de points de rencontre sur les premiers et derniers kilomètres qui sont un sujet dans l'Express. Et donc, voilà, il y a de la concurrence, mais pour le coup, on pense qu'il y a vraiment un créneau, quoi, surtout dans cette période. Ok, super.
Je voulais bien intervenir aussi, juste 2 minutes. Vas-y, Gilles, ouais. D'abord, pour dire que du point de vue d'un investisseur, ce qui compte aussi, c'est le secteur d'activité. Parce que dans l'investissement, il y a des tendances, il y a des modes, il y a des trucs qui plaisent à un moment, puis qui plaisent moins à un autre. Donc déjà, le premier point, c'est que tu es dans un segment de marché qui plaît beaucoup aux investisseurs. La logistique, aujourd'hui, beaucoup d'investisseurs regardent ça, quels que soient les pays. Donc déjà, c'est plutôt pas mal. Le second point, et je reviens quand même sur le montant que tu souhaites lever, parce que je pense que c'est pas simple ton histoire de lever ce montant-là. Alors après, il faudrait qu'on discute, il faudrait que je connaisse mieux ton business, mais pour moi, l'idéal sur une activité de ce type, c'est de faire quand même une levée intermédiaire et d'avoir, entre guillemets, un espèce même de POC, même si ce n'est pas le service aux petits oignons que tu souhaites mettre en place, c'est de faire la preuve en fait, de ton concept. Et aujourd'hui, pour moi, en fait, tu nous mets un concept en visu qui est intéressant. La preuve, les retours des uns et des autres sont plutôt positifs. Mais entre le concept qui plaît et la réalité, on sait très bien que des fois, il y a un grand écart. Ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, il faut être sûr. Un investisseur, il a toujours 2 façons d'analyser un dossier. La première façon, c'est toujours la même, c'est qu'il veut entendre une belle histoire. Et ça, je pense que tu es en capacité de la raconter. Mais il veut entendre du storytelling, voilà, les investisseurs sont des gens en bon public, hein. Ils aiment les entrepreneurs, ils aiment les projets. Donc ça, je pense que cette partie-là, elle fait bien. Il y a une deuxième partie, c'est qu'en fait, un investisseur, surtout dans le early stage, paradoxalement, il est averse au risque. Et donc, il veut minimiser sa prise de risque. Et donc, il veut des faits. Donc, en fait, tu me fais rêver d'un côté, j'adhère à ton concept, et de l'autre, c'est donne-moi des faits. Les faits, c'est les partenariats signés, c'est le fait que tu aies fait un POC dégradé sur ta version finale, mais qui montre que les mecs, ils ont envie de s'emmerder à prendre le train avec un panier ou un paquet pour gagner 5 balles ou 10 balles. Enfin, tu vois, voilà. Et après, je suis désolé parce que comme la connexion n'était pas bonne, je pense qu'il y a plein de passages dans ta présentation que j'ai zappé, etc. Voilà. Mais je voulais juste te dire que le domaine d'activité, je pense qu'il est très intéressant, plein de choses à faire, mais qu'il faut apporter des preuves en fait pour les investisseurs. Et puis le montant, entre guillemets, je ne connais pas ton dossier, il faudrait peut-être qu'on échange 5 minutes là-dessus. Mais... Et là merci où je pour les rejoins retours. Gilles, Ouais. pardon, juste là où je rejoins Gilles, c'est vraiment sur l'importance d'avoir, je pense, si c'est possible, des bêta clients. Vraiment avoir des premiers retours d'un service même pas abouti, mais d'un service qui fonctionne, où il y a vraiment un fort intérêt. Et moi, je sais que lors de ma création d'entreprise, c'est ce qui avait posé problème pour une levée de fonds, et c'était de ne pas avoir les premiers clients. Et ça, je pense que c'est vraiment un point important dans la levée de fonds. Ouais, c'est déjà les premiers retours qu'on a eus et c'est pour ça qu'on est en train de tester le premier l'app en version fermée pour avoir déjà et d'aller jusqu'au bout du cycle. On est en train de brancher le moyen de paiement Stripe sur la plateforme, etc. pour montrer que voilà, même si c'est les premiers, mais au moins ça a démarré. Moi, j'ai une question aussi pour Gilles. J'ai entendu dire qu'il y avait une certaine réticence quand même des investisseurs sur tout ce qui était plateforme. C'est parce que les gens ont pris des cartouches ou c'est plus parce que on croit moins au collaboratif et tout ça, parce qu'il y a de très très beaux succès, hein, les Blablacar, les Uber, bien sûr, tout ça, mais en fait, on sait bien. Je sens, notamment chez BPI, j'entends ça beaucoup. En fait, la difficulté, je trouve, sur ces business-là, on sait que quand ils marchent, c'est le jackpot total. Enfin, tu vois, il y a un effet de levier, mais on sait que le ticket d'entrée, en fait, il est hyper important, notamment en termes de viralité du dispositif, de stratégie de communication associée. C'est vrai que démarrer dans une activité B2B, en fait, on peut scaler de manière un peu plus progressive. Quand tu es dans une activité B2C, où tu dois créer une communauté, animer une communauté, fédérer des gens, le fait qu'ils soient sponsors, etc., c'est pas facile, quoi. Hein. Blablacar, ça n'a pas démarré du jour au lendemain comme ça, quoi. Hein. Enfin, je veux dire, tu vois, donc en fait, les gens ont peur de ça parce qu'ils savent bien que c'est super compliqué de le faire. Tu vois, donc... il faut du volume, il faut beaucoup de volume sur les plateformes comme ça. Et donc, c'est effectivement, si les gens se disent très bien que mettre 1 million d'euros dans ton business, c'est largement insuffisant. C'est-à-dire que si ça marche, il va falloir réinjecter de l'argent beaucoup et très vite. Et donc, si tu veux, quand tu vas voir un investisseur early stage, je dis, moi, j'y vais pas, ça sert à rien. Soit le truc, il va pas marcher, contact, soit il va marcher, mais ils vont avoir besoin de beaucoup d'argent. Et donc, moi, qu'est-ce que je vais faire là-dedans ? Et tu peux pas aller voir des gros investisseurs parce qu'ils vont dire, attends, mais moi, ton truc, t'es trop early stage. Tu vois, donc c'est pour ça que là où, de mon point de vue, réside ta difficulté,
c'est faire la preuve de ton modèle maintenant, avec ce que tu disposes comme moyen. Je sais que ce n'est pas facile. Et aussi, c'est ce que les investisseurs vont réclamer d'entrepreneurs seniors. Parce qu'ils se disent, attends, le mec, il est senior, bon, il a déjà fait un peu de business, il a un peu de pognon de côté, ses associés aussi. Bon, il faut quand même qu'ils démarrent un peu, tu vois, sur leur propre fonds afin qu'ils mouillent la chemise, quoi. C'est ce que vous faites peut-être déjà, tu vois, mais il faut que ce soit suffisant d'une certaine manière. Voilà. D'où l'histoire de raconter ce que tu as déjà fait. Pardon. J'ai moins le prisme venture, mais plus le prisme d'après, qui est plutôt en CapDev et LBO. Et c'est de se dire, finalement, le truc où tu pourrais appuyer, qui fait quand même un peu mouche, c'est de dire comment est-ce que tu peux attraper des partenariats peut-être en masse pour aller trouver tes premiers clients. Enfin, la communauté dont tu parlais, Gilles, ou qu'on évoquait, c'est de dire finalement, tu as un effet viral. Et si tu arrives à attraper pas à l'unité, mais par paquet, je ne sais pas par quel canal, je pense que tu amènes un vrai plus différenciant par rapport à d'autres projets qui commencent un peu de scratch. Après, je trouve que ce n'est pas facile de se mettre sur le grill, surtout avec des sujets d'audition qui ne sont pas top. Moi, encore une fois, c'est plus BO, mais c'est les bons positionnements. Je pense que c'est quand même un sujet qui est dans l'air du temps. J'avais la même question qu'Agathe sur le positionnement concurrentiel et je comprends qu'en fait, il n'y en a pas aujourd'hui vraiment de concurrence sur ces aspects-là. Et ça fait quand même un peu un point fort et qui peut militer sur le fait qu'il faut rapidement prendre une place. Après, il y a peut-être des logiques d'association, de partenariat, mais en tout cas, moi, j'achète beaucoup le business model. Je trouve que la manière de le présenter est assez claire. Et en même temps, voilà, je rejoins le point de Gilles qui est de dire de bien raconter une histoire qui ne va pas nécessiter énormément de montants financiers et de réussir à dire comment est-ce que tu peux recruter par paquet. Il y a aussi un élément complémentaire, peut-être, les investisseurs t'ont déjà évoqué ce point, mais c'est quel est finalement, non pas le ticket d'entrée, mais les barrières à l'entrée. Parce que ton modèle me semble facilement copiable. C'est-à-dire que si demain ça marche, tu auras ouvert un marché, quoi. Donc c'est comment tu fais aussi pour avoir toujours une longueur d'avance sur tes potentiels compétiteurs. Ça, je pense que c'est un point aussi important. Ouais. En tout cas, c'est toujours un peu délicat de se récupérer toutes ces remarques, mais c'est méga, je pense, bienveillant de la part de tout le monde. Oui, non, c'est le but. D'avoir fait cet exercice. Je trouve que voilà, on cherche un peu, mais l'avantage de pouvoir faire ça, et on aurait presque pu passer 1 heure avec Gilles et 1 heure avec Richard, c'est qu'on puisse un peu tous échanger, partager. Bon. N'hésitez pas à remonter un peu les points. Ce que je vous propose pour essayer de tenir un peu le timing qu'on s'est mis, c'est de s'arrêter là. On a créé avec Grégory un groupe sur LinkedIn. J'essaierai de vous renvoyer un email pour que vous puissiez vous y joindre si ce n'est pas le cas. Comme ça, on essaie un peu d'échanger. Et peut-être que la prochaine fois, on essaiera de se faire une rencontre physique, probablement à Paris, au mois de septembre ou octobre, en disant qu'on a 2 catégories de personnes, des personnes qui sont écosystèmes investisseurs, que ce soit des gens qui investissent, soit du M&A, soit des conseils, et puis une autre catégorie qui sont des gens qui sont en préparation de levée de fonds pour ne pas aller empiéter sur les autres clubs qui sont entrepreneurs, mais on essaiera de faire quelque chose comme ça. Et puis, voilà, on va essayer aussi de créer cette petite communauté pour remonter ce qui pourrait vous intéresser, parce qu'en fait, on n'est pas méga nombreux dans ce petit univers des investisseurs et autant que ça nous serve, quoi. Voilà. Comment on a les coordonnées de tout le monde, François? Là, je vois que tu avais ton tableau. Tu peux nous l'envoyer ou... Ouais, en fait, du coup, parce que ça passe à chaque fois par le site de l'ESCA et donc du coup. Oui. Mais je vais essayer de faire le lien avec l'aide de Greg pour qu'on puisse avoir la communauté de ceux qui ont participé au premier, ceux qui ont participé au deuxième. Si Génial. on n'est pas venu au deuxième, est-ce que c'est parce que le premier était chiant ou parce qu'ils n'ont pas eu la bande passante et la dispo, pour qu'on essaie de trouver les sujets qui nous viennent. Okay. Mais moi, je serais intéressée par te reparler, Richard. Avec plaisir, là. Voilà. Mais d'avoir une vraie presse, du coup, parce que là, c'était quand même un peu. Ouais, désolé, franchement. En plus, moi, j'avais le retour son en direct, donc j'avais pas de lag, donc je sais pas, bizarre. Désolé, Richard, moi, tu peux aussi échanger avec moi. Ouais. J'ai un grand plaisir. Envoie-moi ton deck et puis faisons un call tous les deux. On Pareil. va un peu plus dans le vif du sujet. Pareil, okay. du coup, François, tu fais le lien parce que je te ping sur LinkedIn. Je ne sais pas dans quelle mesure ça peut être confidentiel, mais s'il y en a qui veulent lever la main et qui sont intéressés pour voir
les quelques planches de Richard pour soit creuser le sujet, soit éventuellement échanger avec lui, faites-moi signe et puis on fait la boucle. Donc, OK, Virginie, Gilles, moi, ça m'intéresse aussi. Donc, on peut faire comme ça pour prolonger ces discussions. Ouais. Ouais. Ce que je peux faire, c'est je vais vous mettre mon email aussi là. Et puis voilà, c'est parfait. Je vais mettre mon email où il poste. Voilà. OK, je t'envoie un mail, Richard, ça va être plus simple. C'est top. Et franchement, merci pour vos retours. Je m'attendais à un peu plus de, de challenge, mais c'est vrai que j'apprécie parce qu'on est vraiment au démarrage de la levée et je ne veux pas faire d'impair, notamment dans la liste des fonds ou des cibles qu'on target, quoi. Donc voilà, et puis les premiers retours que j'ai eus, ça me conforte dans le fait que voilà, il faut qu'on aille au bout du POC fonctionnel. Mes associés, pour tout vous dire, sont beaucoup plus pressés et moi je leur dis qu'il faut d'abord faire des preuves. Et notamment, on a eu ces retours par les business angels qui sont des entrepreneurs souvent ou anciens et eux, très clairement, ils veulent du shift, des KPIs, voilà, et pas juste un BP potentiel. Donc, je comprends tout à fait les remarques. Et en tant que businessman, moi aussi, ça me paraît tout à fait logique. Et une levée de fonds, c'est un job à plein temps, même si tu es un leveur. Donc, c'est un job à plein temps. Donc, tu n'es pas sur le développement à côté. Ouais. Et en moyenne, ça prend 6 mois. Hein. Ouais, c'est sûr. En moyenne, alors après, il y a plus court, évidemment. C'est sûr, mais si déjà on arrive à avoir des marques d'intérêt, on comprend, oui, tu vois. Mais c'est long, t'as le mois d'août, donne... t'as le mois d'août, c'est foutu. Enfin, tu vois. OK, bon, merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce deuxième club. Merci Richard et Gilles pour vos éclairages. Je vais essayer avec maintenant ces 2 ateliers, de voir en fait quelle est la communauté au sens large et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit bien pour nous tous. Jean-Baptiste, du coup, merci d'être connecté un peu tardivement. On a vu ton message, on te met dans la boucle, pas de problème. Et puis avec, du coup, on va faire le lien avec Richard et on essaiera de caler un prochain événement au mois de septembre ou octobre. Je vous tiens au courant. Et si jamais vous avez des suggestions, des idées, des propositions, vous savez que c'est